Imaginez un homme seul, assis dans son bureau à Pasadena, en Californie. Nous sommes en 1964. Cet homme s'appelle Richard Feynman. Devant lui, une pile de livres. Pas une petite pile, non. Imaginez 5 mètres de manuels scolaires mis bout à bout. 150 kilos de papier. C'est la totalité des manuels de mathématiques et de sciences proposés pour les écoles publiques de Californie. L'État a réuni une commission d'experts pour choisir ce que vos enfants vont apprendre. Feynman est l'un d'entre eux, mais il y a un problème, un détail qui va faire basculer toute sa perception du système. Il est le seul à les lire. Les autres commissaires? Ils reçoivent les livres, les distribuent à des sous-fifres, compilent des notes, font des moyennes. Ils gèrent de la paperasse. Feynman, lui, tourne chaque page. Et ce qu'il découvre va confirmer ce que vous soupçonnez depuis votre premier jour d'école. Le système qui vous a appris à résoudre des problèmes n'a jamais été conçu pour vous apprendre à résoudre des problèmes. Il a été conçu pour vous apprendre à simuler la compréhension. Vous voyez, on nous a vendu un mythe, le mythe de l'expertise infaillible. On imagine des comités de sages pesant chaque mot pour sculpter l'esprit des générations futures. Oubliez ça. Feynman découvre la supercherie de la manière la plus absurde qui soit. Un éditeur, en retard sur les délais, envoie son manuel à la commission. Mais le livre est vide. Entre la couverture de devant et celle de derrière, il n'y a que des pages blanches. Rien. Le dépôt de livre transmet l'objet tel quel. Et là, le miracle bureaucratique se produit. Le livre vide reçoit des notes. Et pas des mauvaises. Il obtient une note légèrement supérieure aux 2 autres manuels terminés du même éditeur. Des commissaires qui n'ont jamais ouvert l'ouvrage lui ont attribué un score. Le système de calcul des moyennes a fait le reste. Personne n'a remarqué qu'il n'y avait strictement rien à lire. Comme l'écrira Feynman plus tard avec son ironie légendaire, « Vous voulez rire, monsieur Feynman ?» Le processus masquait le fait le plus élémentaire. L'absence totale de contenu. Les gens qui choisissaient ce que vos enfants allaient apprendre étaient incapables de faire la différence entre un vrai savoir et un vide sidéral. Tout simplement parce qu'ils ne regardaient pas. Mais le livre blanc n'était que le symptôme. Le vrai poison se cachait dans les livres qui n'étaient pas vides. Feynman tombe sur un manuel de sciences de CP. Ça commence par l'image d'un chien mécanique à remonter, d'un vrai chien et d'une moto. Sous chaque image, la même question. Qu'est-ce qui le fait bouger? Dans l'édition du maître, la réponse est imprimée en gras. C'est l'énergie qui le fait bouger. Feynman explose. Pourquoi? Parce que dire que l'énergie le fait bouger, c'est exactement la même chose que de dire que Dieu le fait bouger, ou que la mouvance le fait bouger. C'est une tautologie, un mot savant utilisé pour masquer une ignorance. L'enfant n'apprend rien sur les engrenages, rien sur les ressorts, rien sur la chimie des muscles. Il apprend juste à étiqueter un mystère avec un terme technique. On lui apprend que savoir, c'est nommer. Alors qu'en réalité, savoir, c'est comprendre le mécanisme. Feynman propose alors un test brutal. Essayez d'expliquer pourquoi le chien bouge sans utiliser le mot « énergie ». Vous ne pouvez pas? C'est normal. On ne vous a rien enseigné. On a juste transféré un mot d'un livre à votre mémoire. L'alternative de Feynman était simple. Démonter le jouet. Montrer l'ingéniosité des roues crantées. Montrer comment le ressort stocke la force pour la libérer. Ça, c'est de la science. Mais le système déteste ça. Pourquoi? Parce qu'un enfant qui démonte un jouet est un enfant qui pose des questions gênantes. Pourquoi le ressort résiste? Et si je change l'engrenage? Un enfant qui comprend est un enfant difficile à gérer. Le système préfère les étiquettes. Les étiquettes ne posent pas de questions. Elles ferment la discussion. Vous aussi, on vous a sûrement tendu une étiquette au lieu d'une explication. Un diagnostic médical flou, un jargon d'entreprise, une formule mathématique parachutée.
Si vous avez ce souvenir d'avoir été nourri de mots vides, c'est que vous avez croisé le chemin de ce système, et ce n'était que le début du voyage de Feynman dans l'absurdité du réel. Vous voyez, cette obsession pour les mots plutôt que pour les faits ne s'arrêtait pas aux jouets mécaniques. Feynman, dans ce même discours de 1966 devant l'Association nationale des professeurs de sciences, a sorti un autre exemple qui devrait vous parler. Demandez à un enfant pourquoi le cuir de ses chaussures s'use. La réponse du manuel, celle qu'on attend de lui à l'examen, c'est un mot unique, la friction. Fin de l'histoire. On a mis une étiquette sur le phénomène, on l'a classé dans un tiroir et on a fermé la clé de la curiosité. Mais Feynman, lui, proposait la véritable explication, celle qui vous donne une image mentale, celle qui vous fait réellement comprendre la structure de la matière. La vraie réponse, c'est que le trottoir est parsemé de minuscules bosses et d'encoches invisibles à l'œil nu. Quand vous traînez votre pied, ces aspérités accrochent de petits morceaux de cuir et les arrachent violemment. L'un est un mot creux, l'autre est une connaissance physique du monde. Le système, lui, choisissait le mot à chaque fois. Pourquoi ? Parce qu'un mot, c'est facile à noter. Une compréhension, c'est complexe à évaluer. On en arrive au cœur du mensonge, la précision formelle. Dans les années 60, c'était la mode des mathématiques modernes. Les manuels de Californie étaient obsédés par les définitions rigoureuses. On passait des semaines à expliquer la différence entre un nombre et un numéral. On forçait des enfants de 10 ans à manipuler la notation de la théorie des ensembles, avec des unions, des intersections et des symboles ésotériques. Feynman, qui était pourtant l'un des plus grands physiciens théoriciens de son siècle, regardait ça avec effarement. Il a écrit que cette notation élaborée ne servait à rien. Elle n'apparaissait quasiment jamais en physique théorique, ni en ingénierie, ni dans le business, ni dans la conception d'ordinateurs. C'était une complexité artificielle, une barrière à l'entrée pour donner l'illusion du sérieux. C'est comme si pour vous apprendre à conduire, on vous obligeait d'abord à mémoriser le nom latin de chaque alliage utilisé dans le bloc moteur. On vous sature le cerveau de détails inutiles pour vous empêcher de voir que vous ne savez toujours pas passer une vitesse. Et pourquoi les éditeurs s'obstinaient-ils dans cette voie ? Parce que le système n'était pas là pour les élèves, mais pour ceux qui le géraient. Pendant que Feynman s'échinait à lire chaque page, les éditeurs de manuels essayaient de le corrompre, lui et les autres commissaires. L'un lui a envoyé une mallette en cuir de luxe avec son nom gravé en lettres d'or. Un autre a fait livrer un panier de Thanksgiving monumental via Western Union. Ils attendaient dans les halls d'hôtels pour inviter les décideurs à dîner. Le contenu n'avait aucune importance tant que le produit ressemblait à un livre sérieux et que les relations publiques étaient soignées. Le système servait ses propres rouages. Si Feynman n'avait vu cela qu'en Californie, on pourrait dire que c'était un problème local. Une administration corrompue, dans une décennie particulière. Mais le génie de Feynman, c'est d'avoir compris que ce n'était pas un accident géographique. C'était une maladie structurelle de l'esprit humain lorsqu'il est enfermé dans une institution. En 1951, 13 ans avant l'épisode des manuels, Feynman était au Brésil pour enseigner la physique dans une école d'ingénieurs. Il y a observé un phénomène qui l'a glacé. Il posait une question technique en classe et recevait instantanément une réponse parfaite, récitée par cœur. Puis, il reformulait exactement la même question, sur le même sujet, avec le même concept, mais en changeant juste les mots. Silence total. La salle devenait un tombeau. Les étudiants avaient mémorisé les fréquences lumineuses, les constantes diélectriques et les formules de réfraction. Mais quand il leur demandait de regarder par la fenêtre et de lui expliquer pourquoi la lumière se reflétait sur l'eau de la baie de Guanabara, en utilisant ce qu'il venait de dire, aucun n'en était capable. Ils étaient comme des disques durs remplis de données, mais sans système d'exploitation pour les traiter. Feynman a alors réalisé que leur éducation n'était qu'une immense parade. On leur apprenait à passer des examens, pas à faire de la science. Ils étaient devenus des experts en détection de mots-clés. Si la question contient le mot X, la réponse est la formule Y.
Mais si vous enlevez le mot X, le monde réel disparaît. Ils ne possédaient pas le savoir, c'est le savoir qui les possédait, comme une charge morte. Feynman a écrit dans « Vous voulez rire, monsieur Feynman ?» que leur connaissance était si fragile qu'un simple changement d'angle rendait tout inutile. Ils étaient comme des livres dans une bibliothèque. Vous pouvez trouver la réponse si vous connaissez l'index, mais le livre lui-même ne sait pas qu'il a la réponse. À la fin de son année au Brésil, Feynman a fait quelque chose d'incroyable. Il a été invité à donner un discours devant les étudiants, les professeurs et les membres du gouvernement. Tout le monde s'attendait à des félicitations polies sur la qualité de l'enseignement. Feynman est monté à la tribune et leur a dit, en face, que leur système entier était une usine à produire des gens capables de réussir des tests, mais incapables de pratiquer la science. Il leur a dit qu'ils n'apprenaient rien, qu'ils ne faisaient que mimer l'apprentissage. Le silence qui a suivi n'était pas un silence d'incompréhension. C'était le silence de la vérité qui éclate. Un vieux professeur s'est levé et a dit « Je savais que notre système était malade. Ce que j'ai appris aujourd'hui, c'est que nous avons un cancer. Ce cancer, c'est ce que nous vivons encore aujourd'hui. C'est cette sensation de remplir des cases, de valider des acquis sans jamais sentir le poids de la réalité. » Feynman a posé une question qui résonne encore avec une force brutale. Qui veut d'un tel étudiant dans une usine, quand un livre, qui ne demande ni nourriture ni entretien, peut donner les mêmes réponses indéfiniment? Et c'est là que le piège se referme sur nous. Car aujourd'hui, nous ne sommes plus seulement face à des livres, nous sommes face à l'IA. Et l'IA est l'étudiant brésilien ultime. Elle a tout lu, elle a tout mémorisé, elle fait des corrélations à une vitesse qui nous dépasse. Si votre valeur réside dans votre capacité à régurgiter une réponse apprise, vous êtes déjà obsolète. Le système vous a entraîné pour un monde qui n'existe plus, en vous privant de la seule chose qu'une machine ne peut pas encore simuler, la capacité de penser à partir de rien, face au réel brut. C'est ici que ça devient personnel. Vous l'avez déjà vécu cette scène. Vous êtes en réunion. Quelqu'un présente un diaporama, un deck magnifique, des graphiques lissés, des données sur chaque page, des termes techniques qui brillent comme des trophées. Tout le monde hoche la tête. Puis, une personne un peu plus curieuse pose une question. Une question toute simple, mais qui n'est pas sur les slides. Une question qui demande de sortir du cadre prévu. Et là, le silence tombe. Le présentateur feuillette nerveusement ses pages, cherche une réponse qui n'existe pas dans sa mémoire tampon. Il finit par lâcher. Je vais devoir revenir vers vous à ce sujet. Mais vous savez, et il sait, qu'il ne reviendra jamais. Parce qu'il ne peut pas. La réponse demande de comprendre le problème à la racine, pas de connaître le contenu du fichier. Ce n'est pas un échec de performance individuelle, c'est un échec du système. Cette personne a été entraînée à mémoriser le deck, à mimer la compétence, mais pas à comprendre le moteur caché derrière les chiffres. Vous avez vu des titres et des diplômes passer devant la compétence réelle plus de fois que vous ne pouvez les compter. Vous sentiez que quelque chose clochait, mais vous ne pouviez pas mettre de mots dessus. Feynman, lui a donné un nom. En 1974, il se tient devant la promotion sortante de Caltech. Il ne leur fait pas un discours de félicitations classique. Il leur livre un avertissement déguisé en histoire. Il leur parle des îles du Pacifique Sud. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les forces américaines y avaient construit des pistes d'atterrissage. Les avions arrivaient, chargés de richesses, de nourriture, d'équipements, de technologie. Les insulaires voyaient cette manne tomber du ciel. Quand les soldats sont partis, ils ont voulu que les avions reviennent. Alors, ils ont fait ce que le système leur avait montré. Ils ont construit des pistes d'atterrissage en terre battue, ils ont sculpté des casques audio dans du bois, ils ont fabriqué des antennes en bambou, ils ont même mis un homme dans une cahute, agitant des drapeaux pour guider les avions. Extérieurement, tout était parfait, la forme était là. Mais aucun avion n'a jamais atterri. Feynman appelait cela la science des sectes du cargo, Cargo Cult Science. C'est une phrase qui devrait traverser chaque salle de conseil, chaque salle de classe, chaque bureau de recrutement sur Terre. Les insulaires ont tout fait correctement, chaque étape visible était exacte, mais ils ont raté la chose invisible, celle qui fait que les avions atterrissent vraiment. Et Feynman prévenait ses jeunes diplômés.
La majeure partie de ce qu'on appelle science, éducation ou expertise aujourd'hui souffre exactement du même problème. On imite la forme, on utilise le jargon, on suit le protocole, mais on a perdu l'essence. On a oublié comment vérifier si ce qu'on dit est vrai. Feynman a asséné cette vérité brutale. Le premier principe est que vous ne devez pas vous tromper vous-même, et vous êtes la personne la plus facile à tromper. C'est précisément ce qui a été retiré des manuels scolaires. Ce n'était pas un chapitre sur la géométrie ou une formule sur l'énergie, c'était une manière de penser. C'était l'habitude de vérifier si l'on comprend vraiment quelque chose ou si l'on a simplement mémorisé la forme de la réponse. Le système a supprimé le doute, l'essai, l'erreur, pour les remplacer par une certitude de façade. Regardez autour de vous. Combien de processus dans votre entreprise sont des antennes en bambou? Combien de réunions sont des danses de guidage pour des avions qui ne viendront jamais? Le système nous a appris à construire la piste, pas à comprendre l'aérodynamique. Prenons une analogie. Feynman racontait souvent comment son père l'éduquait. Il marchait dans les bois et son père lui montrait un oiseau. Tu vois cet oiseau? En anglais, c'est une grive. En allemand, c'est un Drossel. En chinois, c'est un Hailun. Tu peux apprendre le nom de cet oiseau dans toutes les langues du monde. Et quand tu auras fini, tu ne sauras strictement rien sur l'oiseau lui-même. Tu sauras seulement comment les humains l'appellent. Savoir le nom d'une chose n'est pas savoir la chose. Or, l'école teste votre connaissance des noms. Elle ne teste pas votre connaissance des oiseaux. Elle vous demande « Quel est le nom de cette force ?» Vous dites « C'est la friction, 10 sur 10. » Mais si vous ne savez pas que c'est le trottoir qui arrache des morceaux de cuir, vous êtes dans le culte du cargo. Vous agitez des drapeaux en bois. Et le drame, c'est que nous sommes devenus nos propres geôliers. Nous avons peur de dire « je ne comprends pas », car dans un système basé sur la mémorisation, l'incompréhension est vue comme une faiblesse, alors qu'en science, c'est le point de départ de toute découverte. Feynman était célèbre pour poser les questions les plus idiotes lors des séminaires les plus prestigieux. Pourquoi ? Parce qu'il refusait de passer à l'étape suivante s'il ne visualisait pas le mécanisme de base. Il s'en fichait de passer pour un idiot tant qu'il n'avait pas vu les engrenages. Aujourd'hui, on préfère avoir l'air intelligent et échouer en groupe plutôt que d'avoir l'air bête et réussir seul. Si le système est cassé, à quoi ressemble l'alternative ? Que faisait Feynman différemment ? Il n'était pas un génie au sens où on l'entend, une sorte de cerveau magique capable de résoudre n'importe quoi instantanément. Il avait une méthode que le système détesterait car elle est imprévisible, chaotique et profondément humaine. Cette méthode repose sur une idée simple mais radicale. Gardez vos problèmes vivants. Ne les déléguez pas à un cadre préétabli. Ne les enfermez pas dans un manuel. Portez-les avec vous, comme des compagnons de route. C'est ce qui sépare celui qui récite de celui qui crée. C'est ce qui permet de voir un lien entre une assiette qui vacille dans une cafétéria et les lois fondamentales de l'univers. Mais pour en arriver là, il faut d'abord accepter de poser ses écouteurs en bois et de regarder la piste vide. Alors si le système est une usine à secte du cargo, comment Feynman faisait-il pour rester l'un des rares à voir les avions ? Le mathématicien Giancarlo Rota a décrit la méthode de Feynman en 1996 et c'est une technique que vous pouvez copier dès ce soir. Feynman n'était pas un génie tombé du ciel. Il avait un système de navigation mentale. Il gardait en permanence une douzaine de ses problèmes préférés à l'esprit. Pas des objectifs de carrière, pas des indicateurs de performance, mais des questions ouvertes, des mystères qui le titillaient. La plupart du temps, ces problèmes restaient en sommeil dans un coin de son cerveau. Mais chaque fois qu'il entendait une nouvelle astuce, qu'il lisait une idée bizarre en biologie, ou qu'il observait un truc curieux en jouant des bongos, il testait cette nouvelle information contre ses 12 problèmes. Il cherchait des étincelles. De temps en temps, il y avait un clic. Une connexion que personne d'autre ne voyait. Les gens disaient « c'est un magicien ». Non, c'était juste un homme qui avait laissé la porte de sa curiosité ouverte. Prenons l'exemple le plus célèbre,
celui qui a retourné le cerveau de la communauté scientifique. Nous sommes à la cafétéria de l'université Cornell. Un étudiant, pour s'amuser, lance une assiette en l'air. L'assiette vole, tourne, et au fur et à mesure qu'elle ralentit, elle commence à osciller, à vaciller. La plupart des physiciens auraient regardé l'étudiant en soupirant, auraient nettoyé les débris et seraient retournés à leurs calculs sérieux. Mais Feynman avait un problème en attente sur la rotation des objets. Il s'est mis à observer le logo de l'université sur l'assiette. Il a remarqué que le logo tournait plus vite que l'oscillation elle-même. Au lieu de se dire « c'est juste une assiette », il s'est demandé « quelle est la relation mathématique exacte entre ce vacillement et cette rotation ?» Il a commencé à griffonner sur des serviettes en papier. Il a trouvé que le rapport était de 2 pour 1. C'était inutile. C'était pur. C'était du jeu. Son patron de l'époque lui a demandé « Richard, pourquoi tu perds ton temps avec ça ?» Feynman a répondu « Parce que c'est amusant. » Mais voici le twist. Ces équations sur l'assiette vacillante l'ont ramené à ses vieux problèmes sur les orbites des électrons dans le cadre de l'électrodynamique quantique. En s'autorisant à jouer avec une assiette, il a débloqué la vision qui lui a valu le prix Nobel. Il n'a pas trouvé la solution dans un manuel. Il l'a trouvée parce qu'il n'avait jamais cessé de regarder le monde avec ses propres yeux, sans le filtre du sérieux institutionnel. La leçon est brutale. Le système vous apprend à classer les problèmes par importance. La réalité, elle, s'en fiche. Une idée révolutionnaire peut se cacher dans une assiette qui tombe, dans la façon dont l'eau coule d'un robinet ou dans la manière dont une serrure se débloque. Feynman était un expert en crochetage de coffre-fort à Los Alamos pendant qu'il construisait la bombe atomique. Pourquoi ? Parce qu'il voulait comprendre le mécanisme. Il voulait sentir le métal céder sous ses doigts. Il ne voulait pas lire un manuel sur la sécurité. Il voulait être la faille de sécurité. Il y a un dialogue imaginaire qu'on pourrait avoir avec un défenseur du système. Mais Richard, on ne peut pas laisser tout le monde démonter des jouets et jouer avec des assiettes. Il faut de l'ordre, des définitions, des programmes. Votre ordre est une illusion, répondrait Feynman. Vous apprenez aux gens à peindre en leur faisant mémoriser le nom des pinceaux, mais ils n'ont jamais touché une toile. Vous créez des gens qui ont peur de l'erreur. Et c'est là le deuxième secret de sa méthode. Estimer avant de calculer. C'est ce qu'il hurlait presque à ses étudiants brésiliens. Ne touchez pas à cette formule, devinez. Si vous avez un problème de physique, ou un problème de business, ou un problème de vie, faites une estimation grossière. Si votre instinct vous dit que le résultat devrait être autour de 10, et que votre tableur Excel vous donne 1000, ne cherchez pas l'erreur dans votre logique, cherchez l'erreur dans votre outil. Le système nous a appris à faire confiance à l'outil, le manuel, le logiciel, le consultant, avant de faire confiance à notre propre perception sensorielle. Feynman pratiquait ce qu'on appelle aujourd'hui la technique Feynman. Si vous ne pouvez pas expliquer un concept complexe à un enfant de 6 ans sans utiliser de jargon, c'est que vous ne le comprenez pas. Le jargon est une armure. C'est ce que les commissaires de Californie utilisaient pour cacher qu'ils n'avaient pas lu les livres. C'est ce que les étudiants brésiliens utilisaient pour cacher qu'ils ne comprenaient pas la lumière. Demandez-vous, combien de fois avez-vous utilisé un mot compliqué pour clore une discussion ? C'est systémique, c'est disruptif, c'est l'entropie. Feynman enlèverait ces mots. Il vous dirait « Explique-moi comme si j'étais un idiot. Montre-moi les morceaux de cuir qui s'arrachent. Montre-moi les dents de l'engrenage. » La vérité, c'est que le système a peur de la simplicité. La simplicité est dangereuse, car elle rend le savoir accessible. Elle brise les hiérarchies. Si n'importe qui peut comprendre comment fonctionne l'énergie en regardant un ressort, alors l'expert n'a plus de piédestal. Feynman, lui, préférait être au sol, avec les ressorts, les assiettes et les serrures. Il savait que le réel est infiniment plus gratifiant que n'importe quelle étiquette dorée sur une mallette de ministre. Mais pour accéder à cette beauté, il faut accepter de traverser une zone d'ombre, le paradoxe de l'ignorance consciente. La raison pour laquelle vous vous êtes peut-être toujours senti en décalage avec les structures qui vous entourent, que ce soit à l'école, à l'université ou dans votre carrière,
C'est parce que le système a été conçu pour produire exactement le contraire de ce que vous êtes, un explorateur. Le système produit des gens qui suivent le processus à la perfection jusqu'à ce que la réalité change. Et dès que la réalité change, ils gèlent. Ils attendent que le manuel soit mis à jour. Mais le manuel ne se met jamais à jour assez vite. Vous l'avez vu dans le recrutement. Ce candidat au CV impeccable, bardé de certifications prestigieuses, mais qui s'effondre dès qu'on lui pose une question de type « Et si tout ce que vous savez était faux ?» Vous l'avez vu dans le leadership. Ce directeur qui peut citer la stratégie de l'entreprise mot pour mot, mais qui n'a aucun plan quand un client lui envoie une balle courbe. Le système les a entraînés à mémoriser la piste, pas à piloter l'avion. Feynman nous a laissé une boussole pour sortir de ce brouillard. Ce n'est pas une méthode compliquée, c'est une hygiène mentale. Il disait « Gardez 12 problèmes toujours vivants ». Je veux que vous fassiez cet exercice ce soir. Prenez une feuille de papier. Ne listez pas vos objectifs, ne listez pas vos KPI, ne listez pas vos rêves de vacances. Écrivez 12 problèmes réels, des questions fondamentales sur votre métier, sur votre passion, sur la façon dont le monde fonctionne, des questions pour lesquelles vous n'avez pas encore de réponse, le genre de questions que vous vous posez sous la douche mais que vous n'osez jamais mettre sur un diaporama parce qu'elles ont l'air trop simples ou trop bêtes. Portez cette liste avec vous, elle sera votre filtre. Chaque fois que vous lirez un article, chaque fois que vous écouterez un podcast, chaque fois que vous observerez un inconnu dans le métro, testez cette nouvelle donnée contre vos 12 problèmes. C'est ainsi que l'on passe de la mémorisation à l'illumination. Le génie n'est pas un éclair, c'est une accumulation de collisions entre des problèmes ouverts et des observations curieuses. Et quand vous ferez face à l'un de ces problèmes, faites le mouvement Feynman. Retranchez-vous. Épluchez les couches de jargon, jetez le cadre de référence de la dernière personne qui a travaillé dessus, posez la question interdite. Qu'est-ce que je peux vérifier moi-même, ici et maintenant ? Si la réponse est rien, alors vous ne savez rien, et c'est le meilleur endroit pour commencer. Ne partez pas du manuel, ne partez pas du rapport de la commission, partez de rien. Demandez-vous, si nous devions reconstruire tout cela aujourd'hui, avec ce que nous voyons devant nous, à quoi cela ressemblerait-il ? Cette question seule a le pouvoir de changer l'énergie de n'importe quelle pièce, de n'importe quelle entreprise. Elle brise le sortilège du culte du cargo. Il y a une beauté profonde, presque spirituelle, dans cette approche. Pour Feynman, la science n'était pas une collection de faits froids, c'était une aventure émotionnelle. Imaginez le monde, non pas comme un lexique de définition latine, mais comme un mécanisme vibrant, interconnecté, où chaque mouvement de vos doigts sur cet écran est le résultat d'un ballet invisible d'électrons, de force et de résistance. Voir le monde sans les étiquettes, c'est comme passer d'un film en noir et blanc à la réalité en ultra haute définition. Ce n'est plus juste la friction, c'est la danse violente et magnifique des atomes qui s'arrachent les uns aux autres. Ce n'est plus juste l'énergie, c'est le ressort de la vie qui se tend et se détend dans chaque cellule de votre corps. Le système a essayé de vous faire croire que le monde était déjà expliqué, déjà rangé dans des tiroirs, et que votre seul travail était de vous souvenir de l'étiquette sur le tiroir. Mais Feynman a prouvé que la plupart de ces tiroirs sont vides, ou contiennent des mensonges. La réalité est bien plus sauvage, bien plus étrange et bien plus accessible que ce qu'ils vous ont dit. Vous n'avez pas besoin d'une commission pour vous dire ce qui est vrai. Vous avez besoin de vos yeux, de votre curiosité et du courage de démonter le jouet pour voir comment il fonctionne. Feynman est mort en 1988, mais sa guerre contre les manuels vides n'est pas terminée. Elle se joue chaque jour dans votre tête. Chaque fois que vous refusez une explication toute faite, chaque fois que vous cherchez l'engrenage derrière le mot, vous gagnez une bataille. Vous n'êtes plus un insulaire agitant des drapeaux en bois en attendant une richesse qui ne viendra jamais. Vous êtes celui qui comprend le vent, celui qui construit le moteur, celui qui sait pourquoi l'avion vole. Regardez autour de vous maintenant. Regardez cet objet sur votre bureau. Ne l'appelez pas par son nom. Regardez sa forme. Imaginez les mains qui l'ont fabriqué, les forces qui le maintiennent ensemble, la lumière qui rebondit sur sa surface. C'est ça la science, c'est ça être vivant.
Le système a enlevé la magie du réel pour la remplacer par de la bureaucratie. Reprenez-la. Si vous voulez continuer à déchirer les étiquettes et à voir le moteur de la réalité tel qu'il est vraiment, abonnez-vous. Car comme le disait Feynman, le plaisir de découvrir les choses est la seule récompense qui vaille. Et cette découverte commence au moment où vous fermez le manuel pour enfin ouvrir les yeux.